Bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro des Pépites de la Côte, l'émission consacrée à l'actualité des petites et moyennes capitalisations. Je reçois pour ce premier numéro Christophe Gossin, PDG de la société Gossin spécialisée dans la conception et l'assemblage de véhicules destinés notamment à la logistique et à la manutention. Dans un second temps, je recevrai Pierrick Baucher, directeur de gestion chez Innocap Gestion. Il sera présent à mes côtés chaque mois en fil rouge pour un décryptage des petites et moyennes capitalisations et de leurs perspectives. Les Pépites de la Côte, c'est parti. Bonjour Christophe Gossin, PDG de la société Gossin. D'abord, merci d'être avec nous pour cette première des Pépites de la Côte. Gossin, on le rappelle, est une société qui a été fondée en 1880, spécialisée dans la conception et l'assemblage de véhicules destinés à la logistique, au secteur portuaire et au Smart City. Vous commercialisez vos technologies partout dans le monde. Peut-être pouvez-vous nous dire un mot en guise d'introduction sur les activités de Gossin pour mieux comprendre la répartition entre la conception et la réalisation. Bonjour Sarah Belladi, merci de me donner la parole. Oui, c'est peut-être bien de situer ce que nous faisons. Historiquement, nous sommes dans les terminaux portuaires, donc une activité avec un flagship qui est à Singapour comme exemple. Le port de Singapour, c'est un énorme terminal, 65 millions de conteneurs, des peak hours de 30 000 conteneurs. Et là, nous proposons donc, en termes de conception, mais aussi de réalisation, des véhicules, on appelle ça des AGV, Automotive Guided Vehicle, tout électrique, un gros engin de 70 tonnes avec des batteries lithium-ion titanate. On charge tout ça en 10 minutes, en moins de 8 heures. Et puis, on a aussi une autre activité, toujours dans l'activité portuaire avec Bolloré. On équipe leurs terminaux portuaires. On est d'ailleurs en appel d'offres avec eux sur un énorme terminal en Côte d'Ivoire qui est donc opéré avec Maersk, et on espère avoir de bonnes nouvelles sur cet appel d'offres donc d'ici les prochains jours. Et ensuite, une activité qui n'est pas des moindres, c'est l'activité logistique poussée par les acteurs du e-commerce. Donc, on propose des véhicules au départ développés avec Carrefour. On est présent, on a une trentaine d'enseignes présentes en France, et c'est une énorme poussée puisque l'activité et l'impact du Covid fait que l'activité qui a augmenté de 200% aux États-Unis. Donc, on est avec des grands acteurs en développement. On peut citer UPS, Walmart, BMW, Coca-Cola, des grands groupes. D'accord, voilà qui est plus clair et qui me permet aussi d'enchaîner sur votre actualité. Vous avez publié vos résultats 2020 mi-mars. Ils montrent une forte croissance de l'activité couplée à un redressement de la rentabilité du groupe. Peut-on dire finalement aujourd'hui que l'investissement réalisé par Gossin pour changer de business model porte enfin ses fruits ? Alors clairement, et surtout dans cette période encore une fois un peu compliquée, un peu inhabituelle, on augmente notre chiffre d'affaires, on fait x2. On a un EBITDA qui est l'ordre de 13%, donc une bonne rentabilité de l'EBITDA. EBITDA, pardon, si vous pouvez vulgariser. EBITDA ? C'est le résultat d'exploitation, ça mesure vraiment effectivement ce que l'activité est en capacité de sa rentabilité même, alors que nous avons à supporter des frais commerciaux ou des frais de... Vous voyez, cette année, on lance 12 nouveaux produits et une partie passe en charge. Donc, c'est plutôt une belle performance. Et c'est un business model qui se veut résilient. Ça veut dire quoi? C'est qu'on arrive à passer justement les crises. On ne dépend pas que d'un seul client. Gossin a 2500 clients. On est très internationaux. Et on a de multiples revenus qui nous proviennent aussi des ventes de licences. C'est notre business model à Singapour. Pour reprendre cet exemple, on a un licencié, une belle société, ST Engineering, qui dépend du groupe Temasek. On a un contrat de 20 ans avec eux. Donc, ça nous permet d'embaucher des royalties et puis aussi de leur vendre des composants, par exemple les batteries ou la partie logicielle ou les adaptations futures. Et là, sur les 18 mois qui viennent, on veut commercialiser 40 licences. Et on a de grands espoirs sur les États-Unis. On en parlera certainement tout à l'heure sur des master licences. Mais c'est une source de revenus qui est intéressante et qui vient récompenser nos efforts de développement passés.
Très bien, justement, dans votre actualité, j'allais vous citer l'hydrogène, parce que c'est un sujet qui est très, très attendu par le marché, par les investisseurs. Vous avez fait plusieurs annonces notables, notamment le lancement d'un tracteur à hydrogène 100% autonome destiné aux acteurs de la logistique et du e-commerce. Dans le même temps, vous vous lancez dans la course à l'hydrogène dans l'industrie poids lourd avec la commercialisation d'un camion, sujet également suivi avec beaucoup d'attention. Quel est aujourd'hui, Christophe Gossin, le calendrier que vous vous êtes fixé pour la mise sur le marché de ces nouveaux véhicules et comment comptez-vous vous démarquer de la concurrence? Question très intéressante. Alors, plusieurs points pour vous répondre. Premier point, Gossin a arrêté complètement les véhicules diesel il y a maintenant 5 ans. Et nous avons démarré aussi un transfert de technologie avec le CEA. C'était en 2012 et on était les premiers à avoir fait des véhicules hydrogène de gros tonnage. Donc, on a ce savoir-faire et on a l'avantage d'avoir une gamme qui est basée sur un principe de modularité, un skateboard. Donc, on a évoqué tout à l'heure par exemple, la plateforme logistique, c'est un tracteur 38 tonnes. Avec Bolloré, c'est un véhicule 75 tonnes. Et on vient rajouter un troisième véhicule qui va donc aller sur la route pour faire du hub-to-hub. C'est un véhicule qui sera, dans le monde du poids lourd, on fait la différence entre les tracteurs et les porteurs. Donc les porteurs, on comprend que les tracteurs portent et les poids lourds vont venir tirer. Donc on a mis au point avec une société de référence qui s'appelle Magna, un grand groupe international. Ils sont 120 personnes, 350 sites installés à travers le monde. Un programme avec eux de 7 ans pour la mise au point d'un skateboard. En gros, c'est la partie roulante qui va venir supporter le poids lourd ou le porteur. Et on a beaucoup travaillé sur ce skateboard, puisque c'est le terme utilisé aujourd'hui. Ce skateboard, vous pourrez le remplir aussi bien en hydrogène qu'en électrique. Et ce châssis est ultra léger, il fait déjà moins de 500 kg. Quand vous parlez avec les transporteurs, une capacité déjà de pouvoir transporter 500 kg en moins, c'est très important. Donc aussi, dans les autres points, le deuxième, si on peut le situer, nos véhicules sont non seulement électriques, ils sont hydrogène ready. Vous savez qu'un véhicule hydrogène, c'est au départ un véhicule électrique auquel on aura rajouté une pile à combustible pour pouvoir consommer l'hydrogène et la transformer en électricité pour alimenter une batterie. Et nos véhicules sont aussi autonomous ready, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés avec ou sans chauffeur. Donc le calendrier maintenant, qui est un point qui est très important, il est très serré. On va lancer officiellement ce nouveau produit dans 15 jours, le 27 avril. Et nous aurons les premiers véhicules feront leur tour de roue en France d'ici la fin de l'année, j'espère en novembre, en tout cas à la fin de l'année. Donc sur route, et c'est un avantage concurrentiel très important. On veut être les premiers à pouvoir proposer, que ce soit aux carrossiers, toutes les personnes qui font aussi de l'autonomous drive, donc toute la partie véhicule autonome, ou encore les nouveaux entrants sur le poids lourd, on veut leur proposer en avance un véhicule qui soit certifié et qui roule sur route avec un concept, j'en rajoute parce que c'est un peu compliqué pour se différencier, du transport as a service. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commander, vous pourrez commander sur l'application un transport que vous pourrez payer au kilomètre, à la tonne, par exemple, avec donc une partie software assez avancée qui permet aussi de compenser l'hydrogène, puisque notre souhait, c'est de ne pas attendre 10 ans. On ne veut pas attendre 2030, ça nous paraît beaucoup trop long pour, quelque part, la raison d'être et vraiment le mindset de Gossin, c'est de pouvoir participer contre le réchauffement climatique, à arriver à rêver un monde zéro fossile. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que nous faisons le Dakar. Cette année, nous sommes la première équipe à faire en truck le Dakar, qui se tiendra donc en janvier en Arabie Saoudite. D'accord, très bien. Et vous souhaitez justement déployer ces solutions, me semble-t-il, sur d'autres marchés. Vous visez les États-Unis. Vous avez justement d'ailleurs créé en début d'année, annoncé la création d'une filiale outre-Atlantique. Quelles sont les ambitions de Gossin aux États-Unis dans un contexte d'ailleurs particulièrement propice au mode de transport vert? On rappelle d'ailleurs que la promotion de l'hydrogène fait partie des piliers du grand plan de relance américain. Alors, c'est certainement le marché le plus captif. Forcément, le marché américain est un grand marché.
Si vous prenez la côte est et la côte ouest, ça correspond à 80% du marché, donc on peut cibler ces deux extrémités. Je regardais encore les plans. Joe Biden a annoncé un plan à 1 900 milliards la semaine dernière. Au total, en moins d'un an, c'est 5 500 milliards qui ont été annoncés pour revitaliser les États-Unis. Et je pense qu'on est dans une bonne période. Vous avez vu aussi qu'il y avait 1 million d'emplois créés ce mois-ci aux États-Unis. On attend vraiment une poussée très importante sur les énergies vertes. Et pour ça, on a signé des accords. On a créé Gosin North America. On est très partenariat chez Gosin. On sait qu'on n'y arrivera pas tout seul. Plug Power est un grand acteur qui fait l'électrolyseur, mais aussi la pile à combustible. Ils ont déjà des parcs installés, pas loin de 40 000 parcs installés autour des chars élévateurs. Donc c'est un écosystème qui est favorable pour pouvoir brancher nos matériels, nos véhicules avant tout. Le véhicule logistique. Derrière Walmart, vous avez comme actionnaire, derrière Plug Power qui est notre partenaire, vous avez justement comme actionnaire par exemple Amazon ou Walmart. On a l'ambition aussi donc sur le camion, faire du hub à hub, un marché très ciblé. C'est la demande aussi des acteurs de e-commerce. Plus de 100% de croissance, vous l'avez vu avec l'habitude de passer commande à la maison. Et ces opérateurs sont en train d'apporter des nouveaux services. Ils sont en train de travailler sur un prime. Au lieu de vous livrer en 24 heures, ils vont pouvoir vous livrer en 12 heures, ce qui nécessite un nouveau maillage, des nouveaux hubs logistiques et commerciaux. Et là, on vise à peu près une production de 70 000 véhicules sur les 10 ans à venir, sur toute notre gamme, qui comporte aussi la partie aéroportuaire, mais je ne vais pas rentrer encore sur ce point-là, mais sur ces marchés qui sont en plein boom. On a aussi un agrément donc avec une autre société qui fabrique des batteries, qui est Microvast, et puis Magna, qui est basée également aux États-Unis. Donc on attend une grosse poussée, et sur ces sujets-là, notre idée, c'est de pouvoir faire donc une production locale pour jouer l'écosystème local grâce à des licences. Donc on est d'ailleurs en discussion avec plusieurs partenaires pour une master licence. Il y a un gros intérêt pour nos produits, puisque en bout de chaîne, vous pouvez faire... Aujourd'hui, on est les seuls à proposer une gamme de produits hydrogène. Vous avez les personnes qui produisent l'hydrogène, vous avez ceux qui en font la distribution. Et aujourd'hui, Gosin est un des rares. Je pense qu'on est les seuls à proposer une gamme en portuaire, en logistique, en aéroportuaire. Et maintenant, avec ce savoir-faire, on rentre dans le camion. Très bien. Alors pour finir, peut-être un dernier mot sur la valorisation du cours de bourse de Gosin, qui a beaucoup souffert en 2019. On le rappelle, peut-être à cause d'une augmentation de capital mal perçue à l'époque. Aujourd'hui, l'action Gosin a retrouvé des couleurs. C'est pour vous peut-être le signe que votre stratégie est enfin comprise par les actionnaires ? Alors forcément, la lecture est pas facile. On parle beaucoup de fenêtres d'opportunité ou de momentum. Et en ce moment, les planètes sont bien alignées pour nous, et les investisseurs s'en rendent compte à travers les résultats, à travers bien sûr l'intérêt. On a encore reçu le ministère des Transports qui est venu nous rendre visite pour le lancement d'un véhicule robotisé. C'est un petit bijou technologique, un véhicule très en avance. Et donc on a annoncé aussi qu'on voulait être une licorne. Je pense que Gosin a un potentiel énorme. Merci Christophe Gosin pour cet entretien. Vous reviendrez en plateau, j'espère, la prochaine fois. Je rappelle 2 dates importantes pour vous. Le 27 avril avec le lancement de cette nouvelle solution hydrogène pour l'automatisation des centres logistiques, et le 18 mai, date à laquelle aura lieu l'Assemblée générale des actionnaires. À très vite. Avec plaisir. Merci Sarah Belladi. Bonjour et bienvenue Pierrick Baucher, je suis ravie de vous recevoir. Bonjour Sarah. Vous êtes directeur de gestion chez InnoCap Gestion, et ensemble nous allons nous plonger dans l'univers d'investissement passionnant mais aussi souvent méconnu des petites et moyennes capitalisations. On va d'abord commencer par une question très simple pour tous ceux qui nous regardent et qui ne savent pas nécessairement ce que sont les petites et moyennes valeurs. Vous qui êtes un acteur historique sur cette classe d'actifs, à partir de quel niveau de capitalisation boursière peut-on parler de petites et moyennes valeurs ? Alors la segmentation par taille de capitalisation boursière est souvent sujet
a des interprétations différentes selon les zones géographiques. Il y a une approche française, une approche anglo-saxonne. Prenons l'approche française. Les nanocapitalisations sont à partir de 150 millions de capitalisation, enfin les nanocaps. Les microcaps jusqu'à 300 millions d'euros. Les small caps qui nous intéressent aujourd'hui, les small caps sont comprises souvent entre 300 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Et les mid caps sont comprises entre 1 et 10 milliards d'euros. Alors c'est une borne assez large, mais on retrouve la connotation PME à travers les small, ETI à travers les mid. Ok. Et alors, vous allez peut-être nous dire maintenant quel est l'intérêt, in fine, d'investir sur ce type de valeur et quels indicateurs faut-il suivre pour bien les sélectionner? La croissance. Sarah, je dirais, en premier lieu, c'est la croissance. Les small et mid caps sont reconnus pour leur potentiel de croissance dans la durée. Alors, ce sont des entreprises qui bénéficient d'un fort dynamisme, d'une réactivité, d'une créativité, d'un sens de l'audace. Ce qui permet d'avoir un concentré de valeur ajoutée du fait d'un périmètre d'activité qui est assez réduit. Et c'est cette concentration de valeur ajoutée qui apporte un potentiel de croissance du chiffre d'affaires et des profits élevés. Et prenons un raisonnement de bon sens, mais qui a tout son intérêt, dans la durée, et je dis bien dans la durée, l'évolution des cours de bourse est majoritairement le reflet de la croissance des profits. Ce qui est vrai sur 20 ans, sur 15 ans, sur 10 ans, même si, il convient de le rappeler, les performances passées ne préjugent en rien des performances futures, c'est bien ce potentiel de croissance des profits qui nous intéresse dans cette catégorie des petites et moyennes valeurs. Mais il y a également un autre élément qui nous intéresse, c'est que c'est un vivier idéal de cibles potentielles d'OPA. Ce sont des acteurs qui sont extrêmement différenciants et les grands industriels, en recherche de différenciation, en recherche de productivité, mettent souvent à profit leur situation financière extrêmement saine pour aller acquérir ces fameuses pépites innovantes différenciantes. Si on prend notre gamme de fonds quadrige, Small Cap France, Mid Cap France et Mid Cap Europe, depuis la création des fonds, c'est-à-dire compris entre 5 et 8 ans, nous avons bénéficié de 20 OPA. 17 en France, 3 en Europe, et sur les 17, c'est assez intéressant, 7 sont partis sous pavillons internationaux. Nos pépites innovantes, nos leaders mondiaux attirent la convoitise des grands groupes étrangers. Et alors, mais justement, moi, en tant qu'investisseur individuel, je peux évidemment être sensible à ces belles histoires, à ces histoires de croissance, mais in fine, ce qui compte, c'est que je dois être rassurée sur l'argent que je décide de placer. Pourquoi finalement prendrais-je le risque d'aller sur une classe d'actifs qui présente un risque peut-être plus élevé que la moyenne? Alors effectivement, il y a cette notion de risque, de volatilité, mais ce qui est important pour nous, c'est de bien appréhender le couple rendement-risque. Si l'on accepte de prendre un supplément de risque en investissement dans cette catégorie small et mid cap, un peu plus volatile que les large cap, c'est bien pour le potentiel de performance qui est significatif dans la durée. J'évoquais tout à l'heure la surperformance sur longue période, 20 ans, 15 ans, 10 ans, même si ce qui s'est passé par le passé pourrait ne pas se reproduire sur l'avenir. Par contre, il est intéressant de constater cette surperformance globale et il faut bien prendre de la hauteur. Quand on considère un investissement en action, on recommande un horizon d'investissement à 3 ans. À partir du moment où l'on souhaite investir dans les petites et moyennes valeurs, nous préconisons d'élargir, d'allonger cette durée et d'avoir un horizon d'investissement de 5 à 7 ans. Alors, dans le contexte actuel, on va justement essayer de prendre un petit peu de hauteur. Quelles sont finalement, dans un contexte de relance post-Covid, les perspectives pour les mid and small? Sont-elles peut-être plus à même d'en profiter? Et si oui, quel secteur faut-il privilégier, Pierrick Baucher? Notre analyse de l'environnement économique est assez favorable. Nous estimons que nous sommes vraiment dans un environnement qui va au-delà d'un environnement post-Covid. Selon nos analyses, la récession mondiale, qui a été historique par son ampleur et sa durée, est terminée. Nous sommes bien rentrés dans un nouveau cycle de croissance, nous sommes bien rentrés dans un nouveau cycle boursier. Et comme dans tout démarrage de nouveau cycle, il faut privilégier les actifs risqués. Au sein des actions, il y a bien la hiérarchisation des risques. Les small sont plus risqués que les mid, qui sont plus risqués que les large. Donc pour nous, c'est encore le temps de prendre du risque et d'investir dans les small et mid, sachant que la croissance économique va accélérer. Souvenez-vous du FMI qui a annoncé une croissance mondiale de 5,5% en 2021, puis de 4,5% en 2022, 10% de croissance du PIB dans le monde en 2 ans. C'est du quasiment jamais vu. Ça va soutenir la croissance des profits. Prenons du risque aujourd'hui, même s'il faut être prudent. La crise sanitaire n'est pas terminée, même si elle est en voie de guérison, si je puis dire. Alors, dans cet environnement macro-favorable, la micro est également favorable. Le retour de l'optimisme des dirigeants d'entreprise, les résultats sont meilleurs qu'attendus et l'écart de valorisation
est encore en faveur des small et mid cap du fait de 3 dernières années, 2018, 2019, 2020, qui ont mis en évidence une sous-performance notable des small et mid par rapport au large. Donc effectivement, le momentum nous semble être favorable pour l'investissement dans les petites et moyennes valeurs. Ce sera donc le mot de la fin, c'est le moment de se lancer. Merci Pierrick Bauchet. Merci Sarah. Ce premier numéro des Pépites de la Côte est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, vous pouvez retrouver toute l'actualité économique et financière sur Boursorama.